Aujourd'hui, l'ordre du sens, conçu comme le fruit d'une construction historique, à partir d'un matériau d'emblée collectif, un système de repères signifiants, de nature et de statuts très divers, est mis à mal par un processus de désymbolisation sans précédent, fondé sur un nouveau mythe, celui de la délégation intégrale de l'économie des rapports humains aux logiques algorithmiques. Cette révolution symbolique envisage le signe d'une manière nouvelle, la forme-sens, dualité sémiotique constituante, quels que soient ces régimes de sémioticité envisagés, se trouve remplacée par la division entre un signal matériel, lui-même divisé en éléments recombinables, et un signifié programmable, les deux devant se superposer sans reste. J'emprunte ces vues au récent livre de Jean Lassègue et Antoine Garapon qui s'intitule « Le numérique contre le politique » qui est paru aux Presses universitaires de France en 2021, qui montre à nouveau, après d'autres livres de Jean Lassègue, notamment sur Turing, sur Cassirer, sur la justice digitale, toute la force prospective de l'épistémologie des sciences de la culture pour penser notre aujourd'hui. Là, ce n'est pas marqué, mais juste, je veux dire qu'il y a des lecteurs modernes et contemporains de Cassirer qui apportent beaucoup, et je vais essayer de les citer. À l'image de ces travaux, la tâche actuelle de la sémiotique, qui est intimidante et pourtant cruciale sur le plan de son apport dans tout le champ des sciences humaines et sociales, pourrait consister à renouveler la question morphologique initiée par les sciences de la culture il y a plus d'un siècle, pour en faire l'occasion d'un diagnostic historique et critique permettant de restituer à nouveau frais un héritage encore largement occulté dans l'histoire des idées. Nous proposerons d'approcher le point de vue sémiotique comme une pensée critique transdisciplinaire qui favorise l'éclosion de certaines dispositions, notamment des logiques dites émancipatrices, prévenant les crispations identitaires par la prise en compte du singulier et de l'imprévu, des significativités qualitatives et pas seulement quantitatives. Il nous semble décisif de partir de l'interactionnisme, de l'émergentisme et de la transformation des formes sens selon une méthode comparatiste. Cela suppose d'être constamment attentif à la germination du sens, aux séries d'œuvres, aux citations explicites ou implicites, à la recréation dans les domaines artistiques, mais également techniques, en procédant par la multiplication des hypothèses et en laissant éclore la pluralité des interprétations pour souligner la plasticité des formes du vivant et des œuvres, la multiplicité des traductions. On oscillera sans cesse entre la description fine et patiente de cas singuliers et la mise au jour de la pluralité des formes symboliques et de leurs interactions. Notre intérêt va vers le foisonnement du sens, l'épaisseur de la signification, la pluralité des fonctions de sens. L'enjeu est de restituer la possibilité de penser une logique de l'invention qui fasse de la variabilité historique un thème social fédérateur, sans tomber dans le perspectivisme débridé. Je vais essayer de reprendre quelques-uns des points de cette introduction, je verrai si on a le temps de tout faire, sans pouvoir tout détailler. Une morphologie renouvelée par l'apport de nouveaux auteurs tels que Gilbert Simondon est centrée sur la question du régime d'évolution des formes. L'universalité visée par l'ontologie ne peut plus y avoir le rôle d'une idée directrice. Seuls des universaux de méthode, ceux d'une théorie des formes sémiotiques, qui tirent profit de la tradition morphologique pour décrire les dynamiques de leurs évolutions, en s'appuyant sur la théorie des groupes de transformation, notamment de la méthodologie comparative du structuralisme, mais aussi de la théorie du geste de Leroy-Gourhan ou encore de la théorie des opérations de Simondon. Par sa théorie de l'individuation, cette dernière, donc la théorie des opérations de Simondon, cette dernière problématise les rapports de l'individuel et de l'universel, et même du global et du local. On ne peut opérer sur des entités déjà données, comme le sont les monades, puisque le problème à résoudre reste celui de leur individuation et de leur évolution ultérieure. La morphologie goethéenne dépouillera la théorie des formes de ses attendus métaphysiques et elle connaîtra avec Cassirer son aboutissement épistémologique et théorique, comme le remarque François Rastier, par l'extension de la théorie mathématique des groupes de transformation à la description des objets culturels. Il s'agit ainsi de redéfinir les coordonnées d'une anthropologie sémiotique, aujourd'hui, consistant à faire entrer l'humain et les objets culturels dans des séries protéiformes d'interactions subjectives, discursives, pratiques, comportementales, moteurs de variation. Comme le rappelle Jean Lassègue, l'idée de variation comme moteur de la culture, le problème de la variabilité culturelle comme voie d'accès à l'universel,
conçu comme thème de la vie sociale, donc un universel éthique et non ontologique, problème auquel la poésie, par exemple, mais c'est seulement un exemple, pourrait constituer une éminente voie d'accès, n'a cependant rien d'une évidence culturelle partagée partout dans le monde. Comme les formes sémiotiques sont métastables, elles ne sont objectivables que dans les cycles de leur transformation entre elles et comme dans l'univers en expansion de la culture. Comme le note Pierluigi Basso, qui je crois qui nous écoute aujourd'hui, qui participe aujourd'hui à la théorisation des conditions d'une écologie sémiotique de la culture, la stabilisation formelle ne peut constituer qu'un moment provisoire pour relancer le sens plus loin, pour accompagner une trame de relations qui dépasse la subjectivité de l'interprète. On rejoint ici la question de la méthode, ici historique et comparatiste, pour profiter d'une significativité qui est toujours l'avant-dernier bilan historique d'une portée, d'une trace humaine, d'une œuvre qui reste à creuser ultérieurement. Cette exigence de significativité, c'est-à-dire d'une réflexion sur les conditions et les enjeux de l'accès au sens, fait partie aussi d'une exigence écologique. Elle pointe vers ce que l'on pourrait appeler un principe de germinativité. J'emprunte ce terme à Pierluigi Basso. Terme désignant le creusement du sens et sa relance critique, éthique, pathétique, en dehors d'un principe de générativité qui, pour sa part, supposerait acquise la possibilité d'accéder à des strates profondes de sens anhistoriques et universels. Quant à l'analyse, à son tour, elle n'est pas une explicitation reproductive des structures, mais un chemin productif qui fait évoluer conjointement le sens des œuvres analysées et les outils à disposition pour les décrire. La lutte contre une stérilisation des analyses qui prétendent opérer une simple décodification des textes s'accompagne d'un respect ou de ce qu'on pourrait appeler un tact pour la différence constitutive de l'altérité de l'œuvre, tout en restant sous la réaction de critères de contrôle. Le caractère scientifique de la recherche en sciences humaines relève alors de l'acceptation d'une résistance de l'objet face aux généralisations et aux modélisations proposées par la théorie. On cherche des dynamiques de sens selon des accès différenciés, mais toujours sous l'égide d'un contrôle croisé de sensibilité et d'intelligibilité, d'une centration des responsabilités et d'une protension vers l'appréciation des valeurs de l'autre, d'une pesée concernant les formes qui germinent différemment selon leur propre rythme et élan. Significativité, tact et pesée forment ainsi une série de catégories qui nous semblent entrer en jeu dans l'acte interprétatif. Si l'on comprend le terme écologie comme étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que l'étude des rapports de ces êtres avec le milieu, cette écologie du sens se spécifie ici comme une réflexion sur le façonnement de l'homme par ses propres institutions symboliques. On aimerait insister sur le fait que le minuscule pertuis de la poésie contemporaine par lequel peuvent être abordées ces questions peut avoir des vertus heuristiques de première importance. La portée de ces petits grains de sable, s'ils sont réinvestis à l'aune des sciences de la culture, héritières de Cassirer, lui-même héritier non seulement de Kant, mais peut-être aussi surtout de Goethe, leur confère en réalité un rayonnement et un potentiel de développement remarquables, à même de susciter des programmes de recherche à l'avenir. Pour reprendre une formule saisissante de Clifford Geertz, je cite, « Voir le ciel dans un grain de sable n'est pas un tour de force que seuls les poètes sont à même d'accomplir. » Visiblement, il s'agit aussi pour les scientifiques de s'approprier ce principe. Une innovation qui consiste parfois, tout en prenant acte d'un cadre scientifique contemporain de type dynamiciste et constructiviste, à revenir sur des corpus théoriques négligés, mais interprétés, voire oubliés, pour épuiser une source d'interprétation renouvelée. Comme le souligne Pierluigi Basso, Fossali, l'ouverture à des enjeux de sens dynamique qui accompagnent les formes de vie des œuvres en nous obligeant à les redécouvrir constamment et à peser leur portée, offre une réponse concrète aux critiques adressées au réductionnisme structuraliste, anhistorique, et cela sans tomber dans l'irrationalisme soit déconstructionniste ou encore le perspectivisme débridé. Cela a des implications didactiques notables, pédagogiques, dans la mesure où l'articulation poésie-anthropologie rappelle que le monde de l'éducation n'est pas un secteur industriel peuplé d'exécutants, qu'il doit pouvoir affirmer son potentiel sociopolitique critique, notamment à travers le thème d'une éducation sémantique, voire d'une pédagogie du risque, au sens d'une pensée risquée. Camille de Toledo parle d'une pédagogie du vertige. La question du comment
comment approcher ces textes réputés difficiles, voire illisibles, peut être relayé par la question du pourquoi. Pourquoi faire l'effort d'une lecture lente et difficile? Quelle satisfaction y trouver? Quelle portée anthropologique y déceler? On aimerait souligner, comme d'autres, la légitimité d'une problématique sur l'utilité sociale des études littéraires. Il règne encore dans les études littéraires, sans doute en raison d'une sorte de rémanence romantique, une forme d'utilophobie assez comparable à la technophobie dans les sciences humaines et sociales d'après-guerre, contre laquelle Gilbert Simondon a lutté à juste titre. Yves Citon est une des voix qui souligne le fait que la fréquentation de la littérature a un pouvoir désasphyxiant, un pouvoir d'émancipation critique qui faisait le fond de l'entreprise cassirérienne. Au passage, le relais de la question du comment par la question du pourquoi, et inversement d'ailleurs, pourrait permettre de fédérer les sciences du texte et les inviter à minorer les questions de territorialisation académique à partir de la transformation du simple besoin de comprendre en désir d'interpréter. C'est une expression que j'emprunte à François Rastier, qui fait l'attractivité de ces mondes poétiques où perceptivité et socialité du sens se nouent de manière inédite, où l'on accède à une perception se percevant elle-même. Comme le souligne encore François Rastier, je cite, « De mille manières, la littérature réinvente sa fonction critique. En créant des mondes, elle trouble celui que nous croyons le nôtre. » Est-on là en sémantique, en pragmatique, en analyse du discours, en sociolinguistique, en linguistique cognitive ou en linguistique interactionniste? Des questions plus pressantes semblent devoir non pas se substituer, mais s'adjoindre aux questions disciplinaires. Et je cite là une citation de Muriel Fahnevliet, qui est aussi une spécialiste de Cassirer. S'il est bien question d'optimisme, cet optimisme est explicitement non naïf chez Cassirer, exilé, faut-il le rappeler, depuis 1933 jusqu'à sa mort. L'individu est reconduit par Cassirer non pas à la dureté de son destin ou à la soumission à un déterminisme culturel implacable qui viendrait se substituer au déterminisme naturel, mais à la tâche de porter le fardeau de la liberté, entendu comme la liberté de création de formes nouvelles du vivre en commun et d'assumer la part de responsabilité de chaque instant qui lui est assorti. On perçoit peut-être mieux la nécessité d'une anthropologie sémiotique lorsqu'on considère les dynamiques générales actuelles au sein des sciences humaines, comme le font par exemple Philippe Descola et bien d'autres. Deux courants s'attribuent le rôle de l'innovation, deux courants majoritaires s'attribuent le rôle de l'innovation dans les sciences humaines aujourd'hui. L'un consiste à déconstruire les institutions jusqu'à en mettre en doute la pertinence de tout concept qui ne traduirait pas une expérience subjective et particulière, d'un côté. L'autre consiste à puiser dans les contraintes de la nature, génétique, neurologique, environnementale, des modèles de cause qui valent explication. L'approche sémiotique a ceci de précieux qu'elle permet de faire exister un tiers alternatif à ces deux options et à faire de la culture non pas un niveau de surface, aux formes hétéroclites, infiniment relativistes et finalement inintéressantes, qu'il s'agirait de dépasser pour aller chercher plus profondément, selon une approche stratigraphique, par exemple au niveau social, niveau dont l'étude des fonctions et des structures serait réservée à la sociologie, puis plus profondément encore au niveau des besoins primaires et secondaires étudiés par la psychologie, et enfin au niveau des fondations génétiques étudiées par la biologie. La question du tiers est essentielle. On la trouve chez Humboldt, mais aussi chez Simmel, un inspirateur de Cassirer, les deux fins lecteurs de Goethe. Le mode de pensée sémiotique hérité de Cassirer soutient ainsi un effort d'intégration théorique de tous ces niveaux à travers une philosophie des structures plurielles et une réflexion sur les moyens théoriques de restituer la dimension normative et régulatrice de la culture à tous ces niveaux, qui peut aller de l'expression corporelle dans les pratiques magiques au langage abstrait des mathématiques. Un point de vue qui puisse transcender les disciplines sans s'y substituer, qui puisse favoriser leur fédération et l'invention de nouvelles collaborations par la question d'un investissement de l'expérience de sens, donc de sa transmissibilité et de sa transférabilité, salutairement dissociée des problématiques virales, aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Comme le souligne encore Jean Lassègue, deux interprétations de la sémiotique ont vu le jour en France, et il faudra me dire si au Brésil c'est aussi ce que vous constatez, à la lumière du siècle dernier, à la fin du siècle dernier. Une interprétation qui fait de la sémiotique une science à part, telle qu'elle fut en particulier défendue par Jean Petitot, et une interprétation qui en fait un mouvement d'intelligibilité propre à chaque connaissance. C'est en particulier le projet d'une sémiotique des cultures élaboré par François Rastier à la suite de Cassirer.
Cette bifurcation ressemble beaucoup au débat sur le statut de la métaphysique chez Aristote. Y a-t-il une science de l'être en tant qu'être, en tant que discipline à part ou pas? Cette remarque permet de clarifier la bifurcation entre les deux conceptions de la sémiotique, celle représentée par Jean Petitot, qui consiste à faire science à part, par opposition à celle représentée par François Rastier, qui privilégie son aspect réflexif dans chaque discipline particulière et qui invite ainsi à une interdisciplinarité critique. Ces deux options engagent en profondeur le rapport entre sémiotique et connaissance. Chez Petitot, le registre de la connaissance devient la forme princeps, puisque même le sens devient l'objet d'un régime spécifique de connaissance. Tandis que c'est la réflexivité à même chaque discipline qui, chez Cassirer ou encore dans la sémiotique des cultures, occupe ce rôle sans que le sémiotique puisse faire l'objet d'une connaissance indépendante. Cela dit, on peut nuancer et considérer que ces deux courants se rencontrent sur la question de la morphogénèse. Cependant, là aussi, il existe un désaccord. Il porte sur l'omnivalence des formes mathématiques, notamment la théorie des catastrophes chez Petitot, qui régirait autant le monde physique que le monde sémiotique. La seconde option nous semble préférable dans la mesure où la transdisciplinarité critique qu'elle rend possible permet de caractériser le sens de façon médiée, disciplinairement et donc plurielle. Alors, on arrive avec ce petit sous-titre, une paradoxale science du spécifique. Pour caractériser le régime de connaissances propre au mode de pensée sémiotique, ici plus spécifiquement au sémiolinguistique, mais pas seulement, il est nécessaire de s'interroger sur le statut à accorder à la généralité de la connaissance en question. Or, comme le souligne encore Jean Lassègue, la philosophie a caractérisé de trois manières au moins la place à accorder au cas individuel dans son rapport à la généralité de la connaissance. La façon traditionnelle remonte à Aristote. Il s'agit du processus inductif, dans lequel une généralisation devient possible quand elle s'inscrit dans un rapport d'inclusion du genre et de l'espèce, où l'espèce vérifie les caractéristiques du genre. La seconde modalité de ce rapport, conçue par Leibniz, consiste en la mise en série d'éléments qui ne perdent pas leur statut individuel, mais qui n'ont de sens que dans la série dans laquelle ils s'intègrent au moyen de l'idée de fonction. Elle est notamment à l'œuvre dans la définition toujours problématique des genres textuels, dans la mesure où ces derniers restent des simulacres, certes nécessaires pour dégager des lignes de force dans un temps particulier de la diachronie, mais fondés sur un système de rapports jamais exhaustivement exemplifié par les œuvres singulières qui sont censées s'y rapporter. Enfin, la troisième façon est fondée sur l'idée d'exemplarité, telle qu'elle a été inaugurée par Goethe. Un cas individuel se dépasse lui-même quand il est exemplaire, c'est-à-dire quand il se manifeste comme développant sa propre norme à suivre. L'individuel n'y est pas éliminé puisque c'est bien par l'individuel et lui seul que se manifeste la norme qui le dépasse pourtant. C'est le troisième cas qui concerne tout particulièrement les sciences de la culture dans la mesure où elles étudient des formes particulières d'institution du sens qui n'en sont pas moins exemplaires en ce qu'elles ont pour objet d'attention collective la reconduction et la transformation de normes spécifiques à leur usage. C'est le cas des normativités linguistiques, artistiques, mythiques, scientifiques, techniques, pour ne citer que celles-là. Il s'agit alors de comprendre comment l'émergence et l'évolution de l'exemplarité des usages se manifestent comme normativité pour une collectivité donnée. On peut relever plusieurs types de généralités susceptibles d'animer le travail sur le sémiotique par rapport aux formes spécifiques d'institution du sens propres aux sciences de la culture. Les discours, ici conçus comme des conglomérats de genre reliés à une pratique sociale, discours juridiques, discours politiques, discours scientifiques, etc. Les genres, les styles, les inflexions tonales, etc. La notion de style est certes insuffisante à elle seule pour penser la question de l'exemplarité, mais elle est intéressante car par elle, on perçoit mieux le moment de singularisation et de relance des autres types de généralités dans le processus d'individuation d'un texte. J'ai presque fini. Des anthropologies locales se donnant pour tâche la mise en valeur de formes d'exception culturelle ou de communautés impliquant des effets de monde spécifiques ont été et sont encore aujourd'hui entreprises. Elles peuvent avoir pour effet positif d'accéder à des pratiques alternatives, antidotes aux principes massifs et globalisés à la fois de surexploitation de langues de service globalisées et de domination d'une nature-objet née du concept moderne de nature, montrant paradoxalement et à contrario que la nature est culture. Cependant, si de telles entreprises
comme celle de Bruno Latour par exemple, peuvent conduire à une cosmopolitique pluriverselle, non plus universelle, soucieuse des spécificités, on peut regretter qu'elle semble parfois oublier le double principe de différenciation critique, à la fois donc externe et interne, qui permettait de penser, dans le cadre d'une anthropologie sémiotique, les spécificités en dehors de la catégorie de l'identité ou de la dualité dominant-dominé. Une morphologie renouvelée peut aujourd'hui poursuivre la constitution d'une, je cite, anthropologie de l'humain en mouvement, selon la belle formule de Muriel van Vliet, dans le cadre d'une approche cosmopolitique et d'une éthique du partageable. Je vous remercie de votre attention.